Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la suite d'ici, 19h Normandie, les titres du journal. 8000 enfants en attente d'une famille d'accueil ou d'une place en foyer en France. Ils sont 350 en Seine-Maritime. Face à ces chiffres, la députée LFiste Alma Dufour veut sanctionner financièrement les départements ne jouant pas le jeu. L'anosmie ou la perte d'odorat, on en parle un peu plus depuis le Covid, mais ça reste encore un sujet confidentiel dans le monde de la santé. Témoignage d'une Normande en souffrant depuis 1 an et notre invité, président fondateur de l'association anosmie.org. Vous entendrez aussi ce soir la déception d'une productrice d'œufs située dans l'Eure. Elle vend ses œufs coquilles 10 centimes plus cher que les œufs industriels et ne parvient pas à tous les écouler. Elle interpelle les pâtissiers et les restaurateurs qui la boudent. Enfin, dans l'actualité nationale, approche-t-on de la fin du mystère? Les gardes à vue des grands-parents maternels d'un oncle et d'une tante du petit Émile vont-elles lever le voile sur les circonstances de la mort du garçonnet? Elles se poursuivent jusqu'à demain matin. On y revient tout à l'heure. Mais tout d'abord, la procureure de la République de Dieppe vient de donner une conférence de presse suite à la série d'incendies depuis près de 2 ans dans des exploitations agricoles du Pays de Caux. Grégory Arcapati, vous venez d'y assister. Une personne vient d'être mise en examen. Quel est son profil ? Oui, alors c'est un homme âgé de 52 ans qui a été interpellé à son domicile ce lundi par les enquêteurs de la section de recherche de Rouen. Et lors de sa garde à vue, l'homme a reconnu être à l'origine de l'incendie du 16 mars dernier à Val-de-Scie, ainsi que l'incendie survenu à Tôtes le 25 février alors qu'il était alcoolisé. Alors ce que l'on sait du mis en cause, c'est qu'il a déjà été condamné par le passé pour des délits routiers, des vols et des violences, mais jamais pour des incendies. Et son interpellation a pu être réalisée grâce à des témoignages menés à la suite de l'incendie de Val-de-Scie. Je vous propose à ce sujet d'écouter la procureure de la République de Dieppe. Les investigations menées ont permis de faire un lien entre ce dernier incendie et 3 autres incendies de même type commis sur les communes de Bacqueville-en-Caux et de Tôtes, grâce aux témoignages recueillis par les enquêteurs évoquant la présence d'un véhicule avec des descriptions similaires sur certains de ces faits au moment de leur survenue. Ces témoignages, confrontés notamment aux résultats de contrôles routiers diligentés sur ces mêmes périodes et ces mêmes secteurs par les forces de l'ordre, ont conduit à l'identification d'un potentiel suspect. L'enquête est toujours en cours pour savoir si cet homme est aussi le responsable des autres incendies que la région a connus. Il a été placé en détention prévisoire et a été mis en examen. Merci beaucoup Grégory, merci pour toutes ces précisions. En France, je vous le disais dans les titres, 8000 enfants sont en attente d'un placement suite à une décision de justice. Une députée de Seine-Maritime, l'insoumise Alma Dufour, a décidé de s'emparer de ce dossier. Elle vient de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à fixer des astreintes financières aux départements en charge de la protection de l'enfance. Véronique Arnoux, Bruno Bellamri. Cette proposition de loi, c'est l'envie de provoquer une réaction politique sur un sujet sensible. En Seine-Maritime, 350 enfants sont en attente d'un placement suite à une décision de justice. La députée insoumise propose de faire payer les départements qui ne remplissent pas leur rôle. On ne peut plus mettre la vie et la sécurité des enfants en danger. Donc on va taper là où ça fait mal, c'est-à-dire si vous ne le faites pas, vous devez payer 10 000 euros, 15 000 euros par jour de retard de l'exécution d'une mesure. Donc c'est quelque chose de très fort. Quelque chose de fort qui soulève aussi la question du manque de moyens. Ce matin, autour de la députée, des professionnels ont rappelé leurs difficultés, à commencer par la saturation des lieux d'accueil pour les enfants en détresse. Par exemple, vous arrivez dans un service d'accueil d'urgence, vous devriez avoir 12 enfants, vous en avez 16. Donc obligatoirement, vous allez mettre 2-3 enfants dans la même chambre. Donc vous voyez les espaces qui sont très limités. Il y a aussi des lits qui sont mis en supplément dans les maisons. Donc là, on a des effectifs sur des maisons qui peuvent aller jusqu'à 19 enfants. Donc il faut du personnel. Et on a aussi des difficultés de recrutement. Une réalité prise en compte par le département. Depuis 2019, la Seine-Maritime a augmenté de 57 millions son budget alloué à l'enfance. Un département pointé du doigt, mais qui a dû faire face en 2 ans à 600 placements de jeunes supplémentaires. Le département, en tout cas, n'a pas attendu cette proposition de loi pour agir. On l'a vu, on a mis des moyens. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des professionnels convaincus, motivés, diplômés, qualifiés, qui intègrent une structure. Il faut des locaux adaptés. Demain, le budget 2025 sera voté pour l'enfance. Il représentera environ 248 millions d'euros. Pendant ce vote, les professionnels manifesteront afin de maintenir la pression.
Partons maintenant pour Luneray, chez Lunor. L'entreprise spécialisée dans la préparation de légumes cuits sous vide, entre autres la pomme de terre, va s'agrandir. Une nouvelle ligne de production attendue à l'automne prochain, avec des emplois à la clé. Gruyère Capati avec Claude Eudes. Basée à Luneray, l'entreprise Lunor, spécialiste dans la préparation de légumes cuits sous vide, est en plein développement. Son activité se diversifie, il y a donc un besoin de recruter. Première étape, des échanges entre la société et une vingtaine de candidats. Des demandeurs d'emploi qui sont mis en situation grâce à un dispositif qui s'appelle MRS, méthode de recrutement par simulation, un outil proposé par France Travail. Aujourd'hui, pour recruter, l'offre d'emploi ne suffit plus. Il faut que ce soit aussi attractif pour les entreprises et il faut que les demandeurs d'emploi aussi aient l'image ou une projection de ce que va être leur emploi futur. À l'automne prochain, Lunor va lancer une nouvelle ligne de production de frites fraîches pré-cuites. Une quinzaine de postes est à pourvoir, des emplois de seconde ligne et d'opérateurs de production polyvalents. On a des missions de préparation de machines, de production, de maintenance premier niveau, de petits réglages. Recruter et évaluer les différents profils grâce à des simulations et à des échanges, une méthode qui plaît aux demandeurs d'emploi. C'est que du positif, on a une représentation complète de A à Z sur le positionnement de l'entreprise, les formalités, les formations. Et on est plus à l'aise après pour continuer la suite, si on se positionne sur un poste, les entretiens. Je trouve que c'est une bonne chose. On voit la personne qui gère l'entreprise. C'est différent que de se présenter, d'envoyer un CV ou quoi que ce soit, quoi. Prochaine étape pour les candidats, s'ils sont retenus, des entretiens individuels avec l'entreprise, des formations et une embauche en CDI à partir du mois d'octobre. À moyen terme, d'ici à 2030, Lunor souhaite recruter 62 personnes. On en vient à notre choix de la rédaction du mercredi consacré à l'anosmie, autrement dit la perte totale d'odorat. 3 millions de Français en souffrent, c'est 5% de la population. Et les troubles olfactifs, d'une manière plus large, touchent 9% d'entre nous. Avant d'entendre notre invité lui-même concerné de près par le sujet, l'anosmie, c'est quoi précisément et techniquement parlant? La réponse avec Mehdi Weber. Eh bien, pour mieux comprendre ce handicap de l'anosmie, il faut d'abord se pencher sur le fonctionnement de notre odorat. Regardez, dans le prolongement de nos narines se trouve ce que l'on appelle la cavité nasale et tout en haut, la muqueuse olfactive. C'est ici que tout va se passer. Imaginez une bonne odeur de bouquet de fleurs, par exemple. La voici. Eh bien, après l'avoir humée, cet effluve va monter jusqu'à cette petite zone qui ne mesure que 2 cm², mais qui a un pouvoir phénoménal. Elle est constituée, regardez, d'un bulbe olfactif. C'est lui qui va transmettre l'odeur au cerveau, ainsi que de nerfs olfactifs qui ont à leur extrémité ce que l'on appelle des neurones récepteurs. Et ce sont eux qui captent l'odeur avant de la transformer en information cérébrale. Alors tout ce circuit neurologique, il a une particularité, c'est qu'il est intimement lié à l'hippocampe de notre cerveau, c'est-à-dire le centre de la mémoire. Voilà pourquoi on peut se souvenir toute notre vie d'une douce odeur de notre enfance, par exemple celle d'une madeleine. Alors, quid du Covid dans tout cela? En France, on en sait un peu plus sur le sujet depuis la parution en 2023 d'un article publié dans la revue Médecine Science. Il a été rédigé, cet article, par un virologue de l'INRAE. Reprenons notre schéma de muqueuse olfactive pour mieux le comprendre. Selon le chercheur, le virus du Covid a la capacité de se fixer sur les neurones récepteurs et de les infecter. Le circuit olfactif s'en retrouve ainsi totalement parasité et les odeurs ne sont plus transmises au cerveau. Heureusement, dans le bulbe, se trouvent des cellules souches qui sont prêtes à remplacer les neurones récepteurs détruits par le Covid-19. Mais ces cellules souches, elles peuvent mettre des mois à être opérationnelles et surtout, rien ne dit qu'elles permettront de retrouver l'odorat à 100%. Merci Mehdi. Le Covid a donc donné une certaine notoriété à cette pathologie avec des dizaines de milliers de Français victimes de troubles de l'odorat. Ce témoignage maintenant d'une habitante de Caudebec-en-Caux. Elle a vu sa vie basculer il y a 1 an après avoir été diagnostiquée. Mehdi Weber avec Didier Meunier et Steven Bleus. C'est un réflexe ancestral, notre perception la plus primitive. Autrefois instinct de survie, l'odorat est aujourd'hui le sens du plaisir et des arômes. Un sens qu'Emmanuelle Rigaud a perdu. Depuis 1 an, elle souffre d'anosmie. C'est en permanence que je n'ai plus la bonne odeur du café, que moi, je ne le sens plus. Comme au début quand on a un rhume et qu'on ne sent plus les aliments. Sauf que une fois que le rhume est parti, ça n'est jamais revenu.
Après cette infection virale, un autre symptôme est très vite apparu, la parosmie. Je sens l'essence ou un vernis, mais je sens pas le parfum. Je sens pas une odeur agréable. Je sens une odeur désagréable en fait. Un handicap invisible qu'elle vit comme une forme d'isolement et qui la coupe des petits bonheurs du quotidien. C'est assez déroutant finalement. Et là où on aime bien se ressourcer, sentir à plein poumon, que ce soit une forêt, l'essence des arbres ou la mer, les embruns, tout ça, c'est assez déroutant et un peu triste quand même. Je dirais le citron, mais sans Eh ben non, c'est toujours la rose. Depuis quelques semaines, Emmanuelle Rigaud a entamé une rééducation olfactive auprès d'une orthophoniste habilitée à encadrer cette thérapie. Là, on cherche vraiment à travailler par famille olfactive, donc vraiment agrumes et ensuite floral. Et ensuite, on ira, par exemple, au niveau agrumes, à discriminer le citron, la mandarine, le pamplemousse. Enfin, petit à petit, on va affiner un petit peu ces perceptions. C'est un petit peu comme une bibliothèque avec plein de livres qu'il faut ranger en fait sur le bon rayonnage. Vous visualisez vraiment dans votre jardin, peut-être en Corse, avec votre verre de citronnade et vous sentez la petite odeur. Voici une séance d'imagerie mentale. Une manière pour le patient d'accéder aux odeurs au travers de la mémoire olfactive grâce à ses souvenirs d'enfance. Le patient a été confronté tout petit à des odeurs qui sont en fait dans sa mémoire. Voilà, il les connaît, il les a ces odeurs. Sauf que dans les cas de Covid-19, tout est un petit peu brouillé. Donc on réactive en fait l'odeur que le patient a connue pendant son enfance pour qu'il puisse la sentir à nouveau. L'anosmie, une pathologie encore méconnue sur laquelle Atmo Normandie veut aujourd'hui sensibiliser. L'association dédiée à la qualité de l'air organise chaque année une journée des odeurs dans les écoles de la région. On doit ouvrir les fenêtres, les enfants se mettent à l'extérieur, on leur demande qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que ça vous apporte cette odeur de la nature. Beaucoup de Français sont atteints de l'anosmie. En fait, l'intérêt, c'est effectivement détecter, c'est de sensibiliser d'une part, mais c'est surtout détecter parce que ça peut se soigner. La Minute internationale des odeurs se tiendra le 10 juin prochain, précisément à 10h06. Une bonne manière de se reconnecter à ce sens souvent négligé de l'odorat. Bonsoir Jean-Michel Maillard. Bonsoir. L'anosmie, ça vous parle clairement. Vous en êtes victime depuis près de 10 ans et vous avez fondé l'association anosmie.org dans la foulée, bien avant donc le Covid. Alors déjà, c'est quoi cette minute internationale là, évoquée par Mehdi ? C'est un moment qui existe depuis peu, l'idée par Atmo Normandie et pendant lequel, donc le 10 juin à 10h06, on va inviter tous ceux qui le souhaitent partout en France, j'insiste, à nous dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sentent, quelle odeur ils ont autour d'eux en ce moment, et puis rédiger sur un petit carton et nous l'envoyer. Pour qu'on prenne conscience que c'est précieux. Parce que vous, depuis un malaise vagal en 2015, vous n'avez plus d'odorat. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Ce qui me manque le plus, c'est l'odeur de mes proches. C'est l'odeur du parfum de ma grand-mère, de mon papa, la joue de mes fils, quand je les embrasse. Et puis, vous comprendrez bien l'odeur de votre conjoint ou de votre conjoint dans nos moments d'intimité. Mais évidemment, au-delà de tout ça, à travers votre question, il y a à quoi sert l'odorat finalement, et c'est l'accès à mes souvenirs, à vos souvenirs. Voilà, cette odeur qui vous emmène en vacances avec vos petits cousins il y a 30 ans ou 40 ans. L'odeur du danger et la composition du goût, puisque quand on perd l'odorat, on perd aussi le plaisir de se nourrir. C'est touchant ce que vous nous dites, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas concerné par ça. Et avec votre association, donc anosmie.org, vous voulez sensibiliser et mener des combats aussi, des actions concrètes. Dites-nous. C'est ça. La première mission de l'association, c'est de soutenir tous les gens qui appellent maintenant nos quelques dizaines de bénévoles partout en France et à l'étranger. Donc les soutenir à travers l'étape qu'ils traversent en devenant anosmiques ou étant touchés par les troubles de l'odorat. Les autres missions sont des projets, avec une année 2025 qu'on a dédiée aux enfants, parce que oui, certains enfants naissent sans odorat, et nous nous battons pour qu'on ne fasse pas que détecter les troubles de la vue et de l'audition, mais aussi qu'on puisse faire du dépistage des troubles de l'odorat à l'école, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une errance médicale là-dessus ? Oui, totalement. Et puis, on pourra aussi parler du carnet de santé, qu'on est en train de préparer pour
ajouter cette notion d'odorat dans le carnet de santé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne dessus. Il n'y a pas une seule fois le mot odorat dans le carnet de santé. Et pourtant, des enfants naissent sans odorat. C'est l'objet du livre qu'on a édité en juin 2024 sur les enfants qui naissent sans odorat. Que vous voyez. Que vous avez avec un petit jeu de mots. Être né sans odorat. Ça, NZ, voilà. Donc il y a beaucoup de projets à l'association qui n'est composé que de bénévoles, mais on a vraiment dédié cette année aux enfants. Le dépistage, le carnet de santé. Et donc le dépistage, qu'est-ce qui pourrait se faire ? Alors le dépistage... Il faut que vous soyez appuyé par des politiques ? Oui, évidemment. C'était un petit peu l'objet de la journée mondiale de l'anosmie, le 27 février, avec le département de la Seine-Maritime, où Natacha Tessier a présenté les travaux sur le dépistage, à quel âge nous pouvons le faire, à quel âge il est un peu imprudent de le faire parce que c'est pas très précis, mais à partir de 7 ans, on peut imaginer que des actions soient faites dans les écoles. À suivre donc. Merci beaucoup Jean-Michel Maillard pour votre précieux témoignage ce soir dans notre journal. Cette initiative à présent d'une association de médiation PIMS qui vient de remporter un prix et surtout 15 000 €, très utile pour acheter un triporteur électrique permettant encore plus de proximité pour ces missions. Voyez plutôt le reportage dans l'heure de Karima Saïdi et Pierre Léonard. Je peux rouler à 25 km/h. Elle peut crâner avec son nouvel engin. Depuis 2 jours, Vanessa Varin prend en main le triporteur électrique de l'association PIMS Médiation. Le plus difficile, c'est finalement la sensibilité du guidon avec la caisse derrière qui a tendance à nous emporter un peu. Après, il suffit d'être prudent. Bonjour. Son véhicule à elle est plus insolite et plus compact, mais contient tous les outils pour mener une mission importante de médiation de proximité dans ce quartier populaire de la Plaquette. Surtout pas hésiter à aller voir chaque bailleur individuellement en recommuniquant votre numéro unique. L'association PIMS Médiation informe les riverains sur leurs droits et les dispositifs, comme ce couple qui cherche un nouveau logement. Ils peuvent nous aider sur la déviation, ils peuvent nous répondre, ils peuvent nous même peut-être essayer de nous accompagner aussi dans nos démarches administratives, tout ça, c'est pas mal. Mais le triporteur a surtout vocation à s'attaquer à la précarité énergétique. Dedans, ce sont des ampoules à LED et puis ça vous permet encore une fois de faire des économies d'énergie. Ça marche ? Il a été financé par le trophée Solidarité EDF en région, soit 15 000 € pour transmettre les bons gestes et orienter le public dans le dédale des interlocuteurs. Vous savez où aller, vous ? C'est vrai que c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs. Notre rôle, c'est vraiment de faire le lien. Et puis quand on voit des difficultés sur des paiements de factures et autres, on est en lien avec les pôles solidarité. On a des outils où on peut aussi mettre en place des facilités de paiement et trouver des solutions pour chaque famille. L'association espère aller au contact de 200 personnes supplémentaires chaque année grâce à son triporteur. Et je vous en parlais dans les titres, cette productrice de l'heure qui lance un appel aux restaurateurs et pâtissiers normands. Consommer des œufs de qualité et pas des œufs industriels. Pauline Carré travaille à Rugles avec son mari, elle est fière de son travail. Ses œufs sont certes un peu plus chers. Et alors qu'on parle en ce moment de pénurie d'œufs, elle est obligée d'en donner, faute de les écouler, un comble. Stéphane Gérin et Stéphane Lotte. En 2023, Xavier et Pauline Carré ont investi dans ces 2 poulaillers mobiles. Des abris flambant neufs dans lesquels leurs 900 poules ont suffisamment d'espace. L'avantage, c'est évidemment de pouvoir les déplacer régulièrement pour que leurs volailles puissent toujours avoir de l'herbe à portée de bec. Une poule, son alimentation, c'est 130 grammes de grains. Et après, elle va se complémenter avec de l'herbe, mais ça mange beaucoup d'herbe. Donc c'est ça qui fait que l'œuf il va être plus jaune et il va être meilleur en oméga 3. Et tous les jours, ce sont 850 œufs qui sont pondus. Ils sont vendus en direct, mais aussi à des boulangers, des restaurateurs et des épiciers, dans un rayon de 50 km autour de l'exploitation. Mais ce n'est pas suffisant. Souvent, il leur reste des œufs sur les bras qui sont ensuite donnés au Resto du Cœur. Pauline a bien tenté de démarcher des enseignes sur Paris, en vain. Quand je vais chercher les professionnels, on me répond qu'on utilise des œufs en bouteille, qu'on n'utilise pas d'œufs coquilles parce qu'ils n'ont pas assez de personnel, que l'œuf coquille à l'utilisation, c'est des normes sanitaires trop importantes. Les œufs coquilles de Pauline sont 10 centimes plus chers que les œufs industriels. Ça freine beaucoup de distributeurs, mais pas cette moyenne surface qui mise à la fois sur la qualité des produits et les circuits courts. Nous, on est dans une zone rurale et en plus, là, le producteur local de la ferme Carré, il se situe à 8 km de chez nous.
Je pense qu'on est là aussi pour aider l'agriculture. Voilà, donc on est proche de tous les producteurs locaux. La famille Carré ne parvient pas encore à vivre de cette activité, mais en démarchant davantage autour d'elle, elle estime pouvoir augmenter ses ventes et dégager quelques bénéfices. Nous retournons ce soir au lycée hôtelier de Canteleu, en Seine-Maritime, où c'est le grand jour pour les serveurs et cuisiniers en formation. Un service a lieu ce midi-là. 40 couverts, du rythme, des clients à satisfaire. C'est le 3e épisode du feuilleton de la rédaction signé cette semaine. Mélisande Keinec, Didier Meunier, Emmanuel Laurent. On y va, on est parti, on sourit, on est beau, élégant. Chacun à sa table, je vous appelle quand je vous amène les clients. Allez, en route. Ce sera des tables de 5 personnes. Donc si vous pouvez déjà former des petits groupes de 5 personnes pour qu'on puisse vous amener à votre table. Vous êtes 5 ? Oui. Alors attendez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Il reste encore 2 convives à table. Midi 15, les 40 convives sont installés. En amuse-bouche, on aura une variation de betterave avec une poudre d'agrumes. En entrée, vous avez une tarte fine, tomates et gambas à l'ail. L'attention des apprentis serveurs, en revanche, n'est pas complètement dissipée. Même avec un menu unique, il leur faut garder le rythme. Allô, chef ? Oui. Pour la table 7, 5 couverts, j'annonce 5 entrées, 5 plats. 5 fromages et 5 desserts. Merci. Et les bons dans l'ordre d'arrivée des serveurs ? Des serveurs qui enchaînent les allers-retours entre la cuisine et la salle. Laura Prieur est dans son élément, toujours sereine malgré l'effervescence. En fait, la différence, c'est qu'en cuisine, on reste en cuisine. Et en service, on a la relation avec les clients. Et de servir les clients, c'est ça que j'aime beaucoup. Côté cuisine, justement, amuse-bouche, entrée, plats, fromage, desserts et mignardises sont dressés avec le même souci du détail que dans un restaurant traditionnel. Ce qui serait bien, c'est avec le mixeur plongeant, incorporer un peu d'air dans l'infusion d'agrumes pour faire un petit peu petite mousse. Mais pas question pour Thierry Cahu, l'enseignant, d'oublier l'essentiel. Le restaurant d'application est avant tout pédagogique. Et non, les lycéens ne sont pas encore des cuisiniers confirmés. C'est vrai que le but, c'est d'envoyer quelque chose de conforme à ce que la clientèle, c'est pas l'objectif premier. S'occuper des élèves et après faire plaisir aux clients. Mais vraiment faire de la formation avant tout et puis montrer que, mis bout à bout, les techniques aboutissent à un résultat satisfaisant. Ils sont persévérants et puis ils ont envie, donc c'est déjà le principal en cuisine. En fait, c'est un peu votre brigade, ces élèves ? Oui, c'est ma brigade. Une brigade qui a visiblement assuré une prestation sans accroc. Écoutez, j'aime pas la betterave en général, et là, j'ai découvert une pré-entrée intéressante. Délicieux. On reviendra. Je vous inviterai. Servir dans la salle comble d'un restaurant d'application est un bon exercice. Cette expérience doit s'enrichir aussi à l'extérieur, en entreprise. L'enjeu pour eux, c'est d'acquérir une expérience en réalité, puisque là, du coup, ils sont au sein du lycée, on a les restaurants, on a la boutique, on a les fournils, et là, du coup, d'être en milieu professionnel, ça leur donne encore une autre vision des choses, et surtout d'être du coup, dans l'action, d'acquérir peut-être d'autres méthodes de travail aussi, et puis d'avoir plusieurs entreprises d'accueil. Et côté repas, rien ne vaut, avec modération, un bon vin pour accompagner un bon plat, tout un art qui là encore s'apprend entre les murs de l'établissement. 19h38 sur France 3, l'information désormais au-delà de nos frontières normandes. Et c'est une actualité judiciaire ce soir qui est encore à la une. Les gardes à vue des grands-parents, d'un oncle et d'une tante du petit Émile se poursuivent. Tous sont entendus depuis hier matin pour homicide volontaire et recel de cadavres. Saada Souban. Deuxième journée de garde à vue à Marseille pour les grands-parents du petit Émile. Que savent-ils de ce fameux 8 juillet 2023, date à laquelle a disparu leur petit-fils? Pour l'heure, aucune révélation ni scénario ne se dégage des auditions. Mais selon l'avocate du grand-père, son client est coopératif. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, il y a une coopération parfaite. Et les choses se passent très sereinement. Après, il faut aller au bout de la garde à vue. L'avocat de la grand-mère, lui, salue le travail des enquêteurs. Et la garde à vue se poursuit. Elle est conduite, je l'indiquais déjà ce matin, avec un parfait professionnalisme par les autorités d'enquête. En plus des grands-parents, un oncle et une tante d'Émile sont eux aussi placés en garde à vue. Tous interpellés hier au petit matin dans la résidence principale des grands-parents. Au domicile, des véhicules et des effets personnels ont été saisis. Ces dernières semaines, des écoutes téléphoniques ont révélé des tensions et des contradictions au sein de la famille.
Ils doivent s'en expliquer devant les enquêteurs et chacune de leurs réactions est scrutée, analysée par des comportementalistes. Ce sont des spécialistes des gestes, des comportements, des paroles qui sont employées et ils peuvent se dire à un moment, là, c'est quelque chose qui cloche, là, ce n'est pas naturel. Ce sont des personnes qui ont déjà analysé au préalable le caractère de la personne, qui ont travaillé sur la personne. Les gardes à vue des 4 membres de la famille seront levés demain, au plus tard à 6 h du matin. Pierre Palmade reste en prison. Le parquet a fait appel de la décision d'un juge de libérer l'humoriste sous bracelet électronique. La chambre d'application des peines rendra sa décision d'ici 2 mois. Pierre Palmade, incarcéré depuis décembre dans le Var, après avoir été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour avoir causé, je vous le rappelle, un accident sous l'emprise de stupéfiants. Volodymyr Zelensky est à Paris. Le président ukrainien doit s'entretenir avec Emmanuel Macron à la veille d'un sommet sur la sécurité et la paix en Ukraine. Autour des 2 dirigeants, une vingtaine de pays sont invités. À noter que Volodymyr Zelensky répondra à la presse européenne ce soir dans un entretien à suivre sur France 2 à partir de 20h50. Cette autre visite inédite et polémique. Le président du RN, Jordan Bardella, a été invité par Israël à participer à une conférence de lutte contre l'antisémitisme. C'est la première fois qu'un dirigeant de l'extrême droite française est invité par l'État hébreu. Comment cette visite est-elle perçue? À Tel Aviv, les précisions d'Arnaud Miguet. Il y a une certaine gêne ici autour de cette visite débutée ce matin. Jordan Bardella et Marion Maréchal sont tous 2 invités par le gouvernement israélien. Mais ils ne seront pas, par exemple, reçus par le chef de l'État, Isaac Herzog, histoire de lui éviter d'échanger directement avec des leaders d'extrême droite. Pour le gouvernement Netanyahou, en tout cas, le Rassemblement national est devenu un allié extrême d'Israël. Ce sont les mots du ministre de la Diaspora. Et puis, il y a ceux qui considèrent que le Rassemblement national s'achète une image, mais reste associé à des propos antisémites de son fondateur, Jean-Marie Le Pen. C'est donc une visite aussi polémique qu'historique. C'est la première fois qu'un représentant du Rassemblement national vient officiellement dans l'État hébreu. Aujourd'hui, il s'est rendu sur les lieux symboliques des attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Demain, Jordan Bardella participera à une conférence contre l'antisémitisme, point d'orgue de ce déplacement de 2 jours. À l'étranger, toujours les pires incendies que la Corée du Sud ait connus. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. Au moins 24 personnes ont péri dans une série de feux de forêt. Un hélicoptère bombardier d'eau s'est écrasé en luttant contre les flammes. Elisa Cléache. Quelques débris et de la fumée. Ultime reste de cet hélicoptère bombardier d'eau. Son pilote, aspiré par les flammes, est mort dans le crash de son appareil. Depuis ce week-end, la Corée du Sud lutte contre des feux de forêt d'une ampleur inédite. C'est le 2e plus grand incendie de l'histoire du pays. Au moins 24 personnes y ont péri. Le bilan est provisoire. La région du Sud-Est est la plus touchée. 17 000 hectares partis en fumée. Ce temple bouddhiste, vieux de 1300 ans, est réduit en cendres. Les moines sont sous le choc. J'espérais vraiment que tout irait bien. Mais lorsque j'ai appris que le temple était en feu, je me suis senti tellement anéanti que je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. Aggravés par un temps sec et par la vitesse des vents, les flammes continuent de gagner du terrain. Aucun répit pour les pompiers. Ils tentent de protéger ce village, classé à l'UNESCO. Pour échapper aux flammes, près de 27 000 personnes ont été évacuées. Comme ce retraité. Le vent était si fort que je ne pouvais pas rester debout. Le feu est venu de la montagne et s'est abattu sur ma maison. Il n'y avait rien à faire. Puis un ordre d'évacuation a été donné et j'ai donc quitté ma maison. Des centaines d'habitations ont été totalement détruites. En réponse, les autorités ont élevé le niveau d'alerte à son maximum pour mobiliser toutes les ressources du pays. Plus de 6 700 pompiers ont déjà été déployés. L'armée américaine a envoyé des renforts par hélicoptère pour contenir les brasiers. Sa disparition avait suscité une vive émotion. Les obsèques d'Émile Dequesne, aujourd'hui à Paris, au Père-Lachaise. Personnalités du monde du cinéma et anonymes ont rendu un dernier hommage à la comédienne emportée à 43 ans, des suites d'un cancer rare. Mathilde Collet, Pierre Villepart et Elsa Ringenot. Un adieu qu'elle voulait simple, tout en poésie et en musique. Une chanson de Julien Clerc,
Un dessin de son ami le créateur Castelbajac, pour ce dernier hommage. C'est au cimetière du Père-Lachaise à Paris que la famille de l'actrice belge, son mari, ses 2 beaux-fils, s'est recueillie cet après-midi, soutenue par le monde du cinéma. Emmanuel Béard, les frères Dardenne qui ont révélé Émilie Dequesne et tous ceux qui ont eu la chance de partager avec elle un plateau de cinéma saluent la mémoire d'une grande actrice. J'ai découvert la femme, j'ai découvert la comédienne, l'actrice, et je garde un souvenir ému de cette expérience. Elle était vraiment solaire et même à la fin, même malade, elle se battait et elle montrait peu. C'est quelqu'un qui se plaignait peu, donc non, c'est une belle leçon de courage. Une battante. Son combat contre la maladie avait beaucoup touché. Je me bats comme elle et je suis bouleversée par la dignité avec laquelle elle a traversé cette épreuve. Très combattante, sans rien lâcher, jusqu'au bout. Très courageuse. Lumineuse, enthousiaste, elle adorait la vie. Pour ses obsèques, la comédienne ne souhaitait aucune fleur, mais invitait le public à faire des dons pour la recherche contre le cancer. Une dernière volonté à son image, sensible et généreuse. Pour plus d'infos encore, le 20h de France 2 dans une dizaine de minutes. Sur la 3, sport, météo et feuilleton à suivre. À 21h05, un nouveau numéro des Racines et des Ailes avec Carole Gessler, spéciale littoral du bassin d'Arcachon au nord de la Bretagne. Belle soirée à vous et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur normandie.france3.fr et sur l'application ICI.